Good afternoon, good afternoon. Le juge président, à nouveau, bonjour à tous. Je redonne la parole au représentant de l'accusation. Monsieur le procureur, si vous pensez avoir besoin de tout le volet d'audience, eh bien, vous dépasserez de peu les 3h30 que vous aviez demandé, monsieur Desmagions. Merci, monsieur le président. J'essaierai de m'en tenir dans la mesure du possible au temps que j'avais estimé. The lunch break, Mr. Donc, Monsieur Desmagions, donc avant la pause déjeuner, nous parlions de cette réunion à l'hôtel de ville, ou cette conférence de presse, pardon, le 23 mars. Et je voudrais vous montrer maintenant deux clips concernant cette manifestation. Nous allons commencer par le premier, qui est au 0015 0524, transcript pour les interprètes, 0063 2914. À 2915, ligne 1 à 22. Et pour le procès verbal d'audience, nous allons montrer le début en commençant à 1 minute 26. On va demander à tous les invités de vouloir se lever au tapis. Le général Charles est venu dans un applaudissement, s'il vous plaît. Stopped at the 39-second mark. On s'est arrêté à 39 secondes, en fait. Monsieur Rhodes, simplement pour que nous soyons bien clairs, est-ce que vous reconnaissez l'endroit? Réponse oui. Question, nous voyons un certain nombre de personnes dans le public. Pouvez-vous nous dire qui était présent? Réponse, je ne sais pas vraiment. Il y avait un certain nombre de partisans, de ces partisans, et également des membres de la presse locale. Question. Est-ce que vous étiez sur place avec votre fixeur? Réponse, oui, je pense que notre fixeur était avec nous en cette occasion. Question, bien, sur le même clip, je voudrais vous montrer une partie du discours de Monsieur Blégoudet. Et pour les interprètes, c'est le même transcript qui commence à la page 29-17, ligne 99 à 123. Et pour le procès verbal d'audience, on va commencer à 7 minutes 47 secondes et se terminera à 10 minutes 17 secondes. C'est comme si c'est réduisait. Non, les ingrédients de la guerre civile sont en place en Côte d'Ivoire. D'un moment à l'autre, il y aura la guerre civile en Côte d'Ivoire. Il proclame la guerre civile. Comme on proclame la guerre civile. En ce qui nous concerne, nous, leaders de génération, nous allons tout mettre en œuvre pour ne pas qu'il y ait de guerre civile en Côte d'Ivoire. C'est vrai, M. Ouattara procède à une épuration ethnique. Et tous ceux qui sont des observateurs sérieux dans ce pays, dans le Sahara, de toutes les régions qui lui sont favorables, il a chassé tous ceux qui sont proches de la Gaulle. Même ses propres parents du Nord, pour avoir épousé l'idéologie de Gbagbo Laurent, on les tue, s'ils ont la chance, on les chasse. Et aujourd'hui, quand vous allez dans ces régions, n'y vivent que ceux qui partagent l'idéologie Ouattara. Quand les mercenaires qui ont été envoyés en Côte d'Ivoire par M. Ouattara arrivent dans une ville, bien entendu, ils tuent, ils chassent ceux qui estiment être proches de Gbagbo. Ça n'a pas un autre nom. C'est ça qu'on appelle les violences républiques. Mais l'ONU-ci ferme les yeux sur ces tueries, sur ces exercices. N'est-il pas vrai qu'en Côte d'Ivoire, dans le village d'Anon-Kwamouti à Abobo, des ébriers soupçonnés d'être proches de Gbagbo Laurent ont été égorgés notamment, le village incendié, mais dans aucun rapport de M. Thioré, le représentant spécial de l'ONU, cela n'existe.
Comme si la vie de ces gens-là n'était pas importante. Une vie humaine est une vie humaine. Ce matin, je dénonce cette attitude de M. Joy. Et le danger qu'il y a en Côte d'Ivoire n'est autre que M. Joy. Il est dangereux pour la Côte d'Ivoire, il est dangereux pour la paix en Côte d'Ivoire, il est dangereux pour la paix dans la sous-région. Parce qu'il a menti au monde entier et qu'il ne peut plus revenir sur ses mensonges. M. Joy tente d'embarquer tout le monde dans son bateau de mensonges. Thank you. Monsieur le Merdian, merci. Donc, monsieur le témoin, au début de ce clip, monsieur Blé-Goudé dit And we see a few people. nous, les leaders des jeunes patriotes, et nous voyons plusieurs personnes avec lui, est-ce que vous avez rencontré certains de ces jeunes leaders? Réponse, je pense que j'ai parlé à certains d'entre eux en dehors cet enregistrement. Le gars qui avait une chemise rose qui se trouve à droite, je me souviens avoir parlé avec lui à un moment donné, et celui qui a des nattes également, nous nous sommes serrés la main à plusieurs reprises. Je ne pense pas que j'ai eu une conversation très longue et détaillée avec lui. Question, est-ce que par chance vous vous souviendriez de leur nom? Réponse, non. Question. La deuxième question sur ce même clip, c'est tout à la fin, monsieur Blé-Goudé insiste en disant que monsieur Choi est un danger pour la Côte d'Ivoire et qu'il a menti au monde entier. Est-ce que vous avez compris quelle était la raison des mots employés par monsieur Blé-Goudé concernant monsieur Choi et l'ONUCI? Quelle en était la raison, la source? Réponse, je ne sais pas, je n'ai jamais pu comprendre. Et en fait, comme je l'ai dit, je mettais surtout l'accent sur cette réunion et j'essayais d'avoir davantage de temps avec monsieur Blé-Goudé pour préciser certaines choses pour notre série documentaire, d'avoir des interviews avec lui lorsque je m'asseyais avec lui et d'être là dans les conférences de presse. Parce que les conférences de presse ne suffisaient pas, donc je voulais des interviews, se reprend l'interprète avec lui. Ce que nous voulions, c'était l'action sur le terrain avec les gens. Donc en fait, je voulais qu'il puisse me parler de tout cela et je voulais qu'il me dise des choses qu'il ne disait pas dans ses conférences de presse et qu'il me les dise individuellement lorsqu'il était un peu plus relax. Donc en fait, nous ne sommes pas entrés dans le détail de ces allégations contre Choi. Le président, est-ce que vous avez eu cette séance individuelle avec lui par la suite? Réponse, oui. Monsieur Demirjian, Madame, Messieurs les juges, pour votre information, nous y arriverons très rapidement. Question, le dernier clip que je veux vous montrer, c'est ce qui concerne la même journée, c'est le même transcript, et cela commence à la page 29-20, ligne 209 à 244, et pour le procès verbal d'audience, nous commençons à 16 minutes 42 secondes. Nous avons joué ce petit jeu. Et je suis content que toute la presse internationale est là. J'ai vu la liste. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Je demande aux dieux aux Ivoiriens. On dit que Kabul est unitaire. Et que ce n'est pas vous qui l'avez élu. Et que c'est son armée qui vous force par le travail. Et que c'est parce que son armée est là qu'il est là. C'est vrai, un chef d'État est fier de son armée. Nous avons commencé ce combat depuis 2002. Bako lui avant, c'est nous qui avons petit. Mais, en tout cas, temporaire, depuis 2012, nous
aujourd'hui, mercredi, si c'est vous qui avez élu d'abord, demain jeudi, après demain vendredi, pendant 48 heures, allez-y au travail. Calmement, allez-y au travail. Nous voulons voir une ville d'Abidjan qui est embouteillée par les voitures, par vos mouvements, par le travail. Si ce n'est pas vous qui avez élu d'abord, ne partez pas au travail. Non, c'est ça. Et vous allez voir la réaction de lui. Il y a longtemps que M. Ouattara lance des appels à la désobéissance civile. Je vous dis aujourd'hui, tout le monde en est, tout le monde est là aujourd'hui. Si ce n'est pas vous qui avez élu d'abord le rang, et j'ai lu quand on dit la débat au travail. Mais si c'est vous qui l'avez élu, dans la discipline, dans le cadre, allez-y au travail. Maintenant, quand ces 2 jours-là sont passés, jeudi est passé, vendredi est passé, il nous reste samedi. Je vous ai lancé un appel au soulèvement populaire en 2002. En 2004, quand l'armée française est en train d'attaquer vos avions, au nom de mes amis, je vous ai lancé ce même appel. Eh bien, le samedi 26, si c'est vous qui avez élu Gbagbo Laurent et que l'on vous fait croire qu'il est minoritaire, vous allez prouver que Gbagbo est majoritaire à Abidjan et je vous appelle un soulèvement populaire à Abidjan le samedi 29. The video stopped. Le président, la vidéo s'est arrêtée avant les lignes que vous aviez, le numéro de ligne que vous aviez indiqué, monsieur le procureur. Monsieur Demirjian, un instant s'il vous plaît. Well, the speech we heard did carry on until line 2. Monsieur Demirjian, le discours que nous avons entendu est allé jusqu'à la ligne 224. Je vais juste prendre un exemplaire du transcrit. Merci. Why don't you go just ahead with the video? Président, pourquoi ne pas continuer la vidéo? Monsieur Demirjian, nous avons juste besoin que la dernière partie de la phrase soit traduite. Nous avons passé la vidéo jusqu'à la fin de ce que Monsieur Blegoudé a dit à ce moment-là, mais nous nous sommes arrêtés à mi-chemin pour la traduction, donc on a besoin d'entendre le reste de la traduction de la phrase.
Thank you very much. Monsieur Demerja, merci beaucoup. Bien. Monsieur Rhodes. Nous entendons Monsieur Blégoudet parler d'un soulèvement populaire le 26 mars et il a demandé notamment à ceux qui avaient voté pour Laurent Gbagbo d'y participer. Donc, pendant vos échanges avec Monsieur Blégoudet, est-ce que vous avez compris quel était son lien, si lien il y avait, avec Laurent Gbagbo? Réponse. Bien, il semble qu'il était ministre du gouvernement de Laurent Gbagbo et je pense que dans le cadre d'une interview filmée ou pas filmée, je ne m'en souviens pas, mais je me souviens que dans le cadre d'une interview, d'une conversation avec lui, il a dit avoir dîné avec Laurent et sa femme et il a donné l'impression qu'ils étaient très proches, aussi bien personnellement que professionnellement. Question. Qu'est-ce que M. Blégoudet vous a dit, s'il vous a dit quelque chose, concernant les politiques de M. Gbagbo? Réponse. De manière générale, pour résumer, très rapidement, il semblait, ou en tous les cas c'est ce que j'avais compris en écoutant Charles Blégoudet et également de ses partisans et de son entourage, il semblait avoir une position anti-impérialiste légèrement de gauche et populiste. Oui, c'est grosso modo ce que j'avais cru comprendre. Pour ce qui est des politiques internes, nous n'en avons pas réellement parlé. Question. Et dans ses interviews avec M. Blégoudet, qu'est-ce qu'il a dit concernant sa position par rapport aux politiques de M. Gbagbo? Réponse, eh bien, on avait vraiment l'impression qu'il était vraiment d'accord à 100% avec les politiques de Laurent Gbagbo et qu'il était même un des architectes de cette politique et qu'ils allaient dans le même sens sur le plan politique et travailler ensemble pour la même cause. Question bien, le 26 mars, le jour de ce rassemblement, quels étaient votre plan ce jour-là? Est-ce que vous aviez un programme ou prévu un programme? Réponse. Notre plan était de rester avec M. Blégoudet dans la mesure du possible et nous voulions, comme je l'ai déjà dit, profiter de l'occasion pour le voir dans l'action, voir ce qu'il fait et pouvoir poser des questions de temps à autre pour essayer d'éclairer ou de préciser pourquoi il faisait ces choses et qu'est-ce qu'il souhaitait réaliser. Question. Avez-vous pu avoir un entretien en face à face avec lui? Réponse. Oui, j'ai pu l'interviewer en face à face. Oui, en fait, oui, nous avons parlé ensemble, nous avons peut-être passé une demi-heure à parler ensemble et nous avons abordé des questions vraiment de base. Je me souviens ne pas avoir été à 100% satisfait, je ne suis probablement jamais totalement satisfait et j'ai eu l'impression que ceci nous permettait peut-être de mieux le connaître, mais qu'il fallait quand même aller un petit peu plus loin pour apprendre à mieux le connaître et avant même de pouvoir poser des questions plus pertinente sur les raisons pour lesquelles il faisait telle ou telle chose, s'il était conscient des dangers pour son pays, etc. Question. Où est-ce que vous l'avez rencontré? Réponse. Je pense que lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, que j'ai rencontré Charles Blégoudet pour la première fois, c'était en dehors de sa maison. Il m'a été dit qu'il avait plusieurs maisons dans la région et que c'était une d'entre elles. Et nous avons pu donc, nous avons eu la possibilité d'aller sur les lieux, mais nous sommes très rapidement allés en voiture dans un restaurant un petit peu plus loin, et je pense que c'était un de ses restaurants favoris. Et il voulait que nous mangions ivoirien. Question, très bien. Est-ce que c'est dans ce restaurant que vous avez réussi à lui parler? Réponse, oui, c'était dans ce restaurant et il y avait beaucoup de retard. Il y avait des choses à faire, donc nous avions assez peu de temps et j'ai passé beaucoup plus de temps dans ce restaurant à parler avec les gens de la presse qu'avec lui-même. Question. Bien, permettez-moi maintenant de vous montrer un échange assez succinct que vous avez eu avec lui au restaurant. Il s'agit du 0015.
0547 et pour les interprètes, il s'agit du transcript 0044 2519, page 5, ligne 117 à 144. Et pour le procès-verbal d'audience, nous allons montrer le clip de 6 minutes 5 secondes à 8 minutes 39 secondes. Since I've been in Abidjan, driving down the road, I'm regularly stopped at roadblocks by groups of young men calling themselves young patriots. I've been robbed by a group of... J'ai été volé par un groupe de jeunes qui s'appelait les jeunes patriotes. Ce n'est pas légal. Pourquoi est-ce que ces gens sont dans la rue? Est-ce que c'est à cela que sert votre organisation? Le phénomène dont vous parlez, des barrages qui sont dressés dans les quartiers, c'est un phénomène qui est consécutif à l'entrée des rebelles à Abidjan. Ils rentrent dans les cours, ils égorgent. Ils se confondent à la population. Alors, pour se protéger, les populations, au-delà des jeunes patriotes, ont maintenant dressé des barrières pour vérifier qui entre, qui sort dans leur quartier. Donc c'est à cause des rebelles. Sinon, dans un pays normal, le maintien de l'ordre est, j'allais dire, un devoir régalien. C'est l'État qui doit assurer cette fonction. Ce n'est pas le citoyen lambda. Mais la situation que nous vivons a fini par imposer aux Ivoiriens eux-mêmes d'assurer leur sécurité. C'est ce que je voulais dire. Et que dire du vol? Vous savez, depuis cette crise, les journalistes européens se sont eux-mêmes mis à découvert. Ils voient la réalité, ils la dépeignent autrement. Je vous prends simplement le cas de Tatiana, de France 24, qui sous ses yeux, voyant le président de la commission électorale indépendante arriver, en lieu et place de M. Ouattara qui devait faire une conférence de presse, elle a dit qu'elle était surprise. Pour ça, aujourd'hui, elle a été sanctionnée en France 24. Parce qu'elle n'a pas, j'allais dire, accompli la mission pour laquelle elle était là. C'est-à-dire diaboliser le président Gbagbo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens en ont grossi le cœur quand ils voient des journalistes européens. Certainement, c'est ce que vous avez subi, ce ne sont pas des voyous. Je voudrais donc regretter cet acte-là. Et devant votre propre caméra, vous présentez nos excuses. Ça peut arriver. Ailleurs, on tue les journalistes. Ailleurs, on les ligote. Ici, on vous a juste un peu secoué. Je voudrais vous présenter mes excuses au nom des jeunes patriotes. Merci. So, in this clip, Question. Et dans ce clip, M. Blé-Goudet s'excuse au nom des jeunes patriotes. Est-ce que vous avez eu connaissance de mesures prises pour que ce qui vous avait été volé vous soit rendu? Réponse non. Je sais que de manière indépendante et de par lui-même, notre fixeur Alexis a réussi à reprendre son téléphone, mais il a utilisé, je pense, ses contacts auprès de la police pour le faire, et nous n'avons rien récupéré par ce truchement. Le président, mais vous avez récupéré votre caméscope, le témoin, oui, au moment même, avant de partir sur les lieux, nous l'avons récupéré. Le président, et qu'est-ce qui manquait? Le témoin, 2 téléphones mobiles, un carnet de notes et du liquide. Je ne peux pas me rappeler d'autre chose. Probablement environ $100. Le président, merci.
Monsieur Demirjian, question. Après cette interview au restaurant, c'est à ce moment-là que vous êtes rendu à ce rassemblement. Réponse, oui, c'est exact. Question, savez-vous combien de temps ce rassemblement devait durer? Réponse, il avait été dit que ce serait donc un sit-in qui durerait toute la nuit à Times Square. C'est ce qui s'était passé également en Égypte sur la place. Serait ce genre de rassemblement que l'on voyait ailleurs dans le monde. Nous avions des millions qui étaient prêts à venir s'installer là. Donc c'était un petit peu un exemple pour montrer que nous pouvions occuper la place et y rester aussi longtemps que nous voulions. Did you travel to the rally? Question, comment vous êtes-vous rendu à ce rallye? Réponse, nous sommes déplacés dans la voiture de Charles Blé Goudet, ce qui pour nous était quelque chose d'extraordinaire. C'est exactement ce que nous voulions. Nous voulions passer du temps avec une personne importante et le voir agir dans ce genre de manifestation. Donc nous étions réellement très heureux de pouvoir nous déplacer en voiture avec lui et lui parler. Question, je voudrais vous montrer un clip d'une discussion que vous avez eue avec lui dans la voiture à 0015 0548 et pour l'interprète de la transcription c'est 0019 0128 et c'est un transcript complet, assez succinct et nous allons commencer à 1 minute 10 secondes et nous marquerons une pause à 3 minutes 36 secondes. We need the floor. Apparently, we don't have it. Monsieur Demirjian, nous avons besoin de la main parce il semble que nous ne l'ayons pas. La greffière d'audience, l'accusation à la main, il s'agit du canal Évidence 2. Charles, est-ce que cela vous inquiète qu'il y ait autant de personnes qui aient été mobilisées, qui soient actifs et qui soient même à la limite de la violence? Qu'est-ce qui va se passer dans ce pays si vous n'arrivez pas à calmer et apaiser la situation? En tant que leader, nous avons le devoir de désamorcer cette bombe. Vous comprenez, l'objectif d'un leader n'est pas seulement de vaincre. Ce que nous devons gagner ici, la véritable victoire, c'est la victoire de la paix. Parce que ceux qui crient ainsi, qui nous acclament, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'ils vivent en paix et que chacun puisse avoir un travail décent qui puisse nous permettre de vivre dans un environnement de paix. Et c'est à ça que nous appelons. Oui, les rebelles. Il y a des rebelles armés dans le pays qui prennent différentes villes. Il y a des patriotes armés. Il y a de la police et l'armée qui ne sont pas forcément payés parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors, ça ne vous inquiète pas que dans quelques mois, la situation viendrait vraiment hors de contrôle? Dans une révolution, il y a toujours des effets collatéraux. On ne peut pas vouloir mener une révolution et puis attendre qu'en retour on donne des fleurs. Nous savons que la situation est très difficile. Elle sera peut-être plus difficile dans les mois qui arrivent. Mais je vous rappelle que tous les grands pays qui aujourd'hui ont leur liberté sont passés par là. Nelson Mandela et l'Afrique du Sud sont passés par là. La France elle-même est passée par là. Le seul problème et le seul handicap que nous avons, c'est qu'il y a des gens qui s'érigent à maître du monde et qui aujourd'hui nous empêchent de conquérir notre liberté, comme ils ont pu conquérir leur liberté. Donc nous sommes conscients de cette situation, mais nous avons Dieu avec nous et nous espérons que Dieu nous sortira de cette situation ici. Mais nous n'allons pas avoir les bras croisés, nous allons nous battre. Mais seulement, j'insiste pour dire qu'il n'y aura pas de guerre civile ici. Les problèmes économiques par rapport à la fermeture des banques et tout ce qu'il y a comme assèchement, je pense que le temps va régler ces problèmes. Les rebelles et leurs partenaires, on la montre avec eux, nous avons le temps avec nous.
Question. Une question au sujet de cette séquence, Monsieur Rode. Pour le reste de la séquence, vous passez à une autre question. Est-ce que, hors caméra, Monsieur Blé-Goudet vous a expliqué ce qu'il entendait par le fait que lors d'une révolution, il y a toujours des effets collatéraux? Réponse. Je ne pense pas qu'il l'ait jamais expliqué hors caméra. J'ai cru comprendre ce qu'il disait sur base des rallyes, des discours que j'avais entendus lors de l'interview que j'avais eue avec lui, la conversation. Je pense avoir compris ce qu'il disait. Il disait très clairement qu'il y avait un risque de dommages pour le pays. Il pensait que c'était un risque qui valait la peine d'être pris. Il pensait qu'il y aurait vraiment des bénéfices à tout cela. Il était tout à fait prêt à prendre le risque. Question. Nous allons passer maintenant au rallye proprement dit. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez été accueilli à votre arrivée? Réponse, la réception habituelle. Charles Blé-Goudet, c'est le général des rues. Il était arrivé, la foule est devenue folle, la sécurité a fait de son mieux pour empêcher les gens de l'attraper et de le toucher. Il n'allait pas lui faire de mal, mais c'était une situation difficile à contrôler. C'était il y avait plus d'envergure que ce que j'avais jamais vu. Question. Vous êtes arrivé dans ce rassemblement avec lui? Réponse oui. Très bien. Je vous montre une brève 50 0015 0552. Il y a une transcription? Non, il n'y a pas de transcription. Pour les 17 premières secondes. Extrait de 17 secondes. Started getting used to the fact that This badge that you wear. Ce badge que vous portez autour du cou, vous l'avez reçu quand? Réponse. Ce badge m'a probablement été donné quelques minutes auparavant, une dizaine de minutes avant. Un membre de l'équipe de presse de Charles Blé-Goudet me l'a donné. On me l'a donné en disant de le porter, que cela m'identifierait comme membre officiel de la presse. Et vous voyez là derrière un membre de la presse ivoirienne qui tient une caméra. Et au fond, vous voyez, je crois, également un autre membre de la presse ivoirienne qui tient également une caméra sur un trépied. Et vous voyez qu'il porte également le badge de presse sur le bras. Président, excusez-moi, est-ce qu'il y avait des formalités à accomplir? Vous avez signé quelque chose ou on vous l'a juste remis? Réponse, on me l'a remis comme cela, il n'y avait pas de formalité. Le procureur, est-ce que des explications vous ont été données sur l'obligation de porter ce badge? Réponse, l'explication, c'est que c'était les jeunes patriotes qui étaient chargés de la gestion de l'événement et que la presse étrangère et la presse de façon générale n'étaient pas toujours bien accueillis par les jeunes patriotes au sens large et que la carte de presse indiquerait que j'étais un membre de la presse autorisé et que cela assurerait ma sécurité. Question. Très bien. La séquence suivante, c'est la vidéo 0015 0578, transcription 0059 0042, page 1, ligne 18 à 34. Pour la vidéo, on commencera à 2 minutes 25 jusqu'à 4 minutes 18. Merci mesdames, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais de la vie.
Je voudrais. Ah, vous voulez le voir quoi? Bon, me voici. Merci les gars. Mais c'est une grande mobilisation. C'est une mobilisation historique. Il faut acclamer cette mobilisation. Merci les gars. Merci camarades. Vous êtes formidables. Je voudrais, avant de faire quelques discours que ce soit, Monsieur le Président du Front populaire ivoirien, chef de délégation, qui a discuté à Addis Abeba au nom de la Côte d'Ivoire, et toute la délégation, toutes les autorités qui sont là, tous les camarades leaders de la galaxie patriotique, tous les camarades de la JPDCI sont venus soutenir, je reviendrai à vous tout à l'heure. Mais comme toutes les caméras sont là aujourd'hui, et comme tout le monde est là aujourd'hui, je voudrais solennellement, il y a un peu de bruit, le général parle. Quand le général parle, on se tait. Quand le général parle, on se tait. Quand le général parle, on se tait. Donc, je veux un silence. Question. Monsieur Rode, il y a quelques instants, nous avons entendu Monsieur Blé-Goudet qui souhaitait la bienvenue à la foule, camarades, membres de la galaxie patriotique. On a une caméra qui fait un gros plan sur la foule. Est-ce que vous avez vu des représentants publics ou bien des personnes haut placées? Réponse. Oui, il y avait une table, plutôt une zone couverte, où étaient assis les VRP. C'est ce que l'on m'a dit. Je n'ai pas reconnu ces personnes, je n'ai parlé à personne, mais on m'a dit qu'entre autres parmi eux, il y avait des membres du gouvernement, des membres de son parti politique et d'autres dignitaires. Question. Avez-vous été autorisé à filmer ces dignitaires et autres personnes haut placées? Réponse, on nous a demandé de façon spécifique de ne filmer personne dans cette section VP. Question, on vous a donné une explication à cela? Réponse, c'était pour respecter leur intimité. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il n'y avait pas vraiment d'explication. On nous permettait de faire quelque chose ou pas. Et à ce moment-là, je n'avais pas vraiment de raison de filmer ces personnalités. Si j'avais reconnu quelqu'un parmi eux qui n'aurait pas dû être là, par exemple, j'aurais peut-être essayé de tourner quelque chose, mais ça n'est pas arrivé. Question, qui vous a dit que vous ne pouviez pas filmer les personnalités? Réponse, des membres de l'équipe de Charles Blé-Goudet qui nous accompagnaient pratiquement tout le temps. Question, très bien. La dernière séquence qui concerne cet événement-là, c'est le même clip vidéo à 6 minutes 3 secondes jusqu'à 7 minutes 14 secondes. Pour les interprètes, c'est la même transcription, page 2, ligne 55 à 67. Chers amis, de 2002 jusqu'au moment où je vous parle, beaucoup nous demandent où nous tirons notre énergie. Beaucoup nous demandent où nous enlevons cette force de mobilisation. Les gens se disent quelquefois les patriotes sont découragés. Et quand les patriotes sortent, ils sont subis. Derrière les patriotes, il y a une force. Devant les patriotes, il y a une force. Au-dessus des patriotes, il y a une force. C'est la force de l'Éternel des armées que nous voulons encore plus fort. Acclamez l'Éternel des armées, s'il vous plaît. Il faut faire beaucoup de bruit.
minutes à acclamer le carnet des armées pendant 2 minutes. Allez, acclamer le carnet des armées pendant 2 minutes. Vous allez lever les mains vers le ciel. Levez les mains vers le ciel. Levez les mains vers le ciel. Acclamez le carnet des armées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mr. Rhodes, Question, Monsieur Rhodes. Ici, nous entendons Monsieur Blégoudet parler du fait que devant ou derrière les jeunes patriotes, il y a une force. Il parle de l'éternel des armées. Au cours de votre séjour à Abidjan, quelle a été la relation, s'il y en avait une, entre les jeunes patriotes et les forces armées? Réponse. Il y a une chose que j'ai remarquée après quelque temps, c'est que au checkpoint des jeunes patriotes, eh bien, ils étaient toujours très proches d'un checkpoint militaire. J'ai vite compris que les militaires savaient que un peu plus loin, il y avait un poste de contrôle des jeunes patriotes. Nous avons interviewé certains jeunes patriotes à un poste de contrôle. Ça avait été arrangé par le fixeur et ils avaient expliqué qu'en fait, ils formaient un système de parenthèses où il y avait de prise en étau, où il y avait toujours un poste des jeunes patriotes avec les militaires au milieu. Donc à chaque fois qu'on approchait d'un checkpoint militaire, on devait toujours passer par les jeunes patriotes qui filtraient et qui, s'ils pensaient qu'il fallait arrêter quelqu'un, une arrestation civile, je suppose, à ce moment-là, ils les emmèneraient directement au poste de contrôle militaire. how long did you stay at this rally? Question, vous avez passé combien de temps à ce rallye? Réponse, pas très longtemps. Pendant quelques jours, nous avions passé du temps avec des grandes foules assez hostiles et nous avions eu un bon résultat par une entrevue dans un véhicule avec Charles Blégoudet et nous avons pensé qu'il ne fallait pas aller trop loin. Il ne fallait pas aller plus loin que nécessaire. Nous avions tous les plans dont nous avions besoin. Nous avions des éléments qui prouvaient qu'au rallye, il avait fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il était arrivé avec son matelas et des milliers de gens étaient venus pour protester, comme il l'avait demandé, et nous avons considéré que c'était suffisant. Et en plus, le soleil se couchait et il n'était plus nécessaire de rester. Donc nous sommes partis après 1 heure et demie, 2 heures maximum. Le président, et comment êtes-vous parti si vous êtes venu en véhicule avec Charles Blégoudet, le témoin? Nous avons appelé notre chauffeur qui est arrivé par la première route ouverte qu'il a pu trouver pour nous dire, qui nous a escortés, qui nous a fait quitter les zones, escortés par un membre de l'équipe de presse de Charles Blégoudet. Okay. Question. Après votre départ, Monsieur Rhodes, est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez entendu quelque chose qui se serait passé après le rallye? Réponse. Après le rallye, tout ce que j'ai vu de ma chambre d'hôtel semblait se multiplier. Si je voyais un checkpoint auparavant, j'en voyais maintenant 2 ou 3. Il y avait plus de circulation dans la ville, en partie à cause de cette grande manifestation, mais aussi parce qu'il y avait tellement de points de contrôle qu'il devenait très difficile de circuler, ça ralentissait. Et,
quand j'étais dans ma chambre ou ailleurs dans l'hôtel, je pouvais voir que la situation se répétait un peu partout autour de moi. Réponse. Monsieur le Président, en quelques instants, si vous me le permettez. I apologize, Your Honor. Question. Toutes mes excuses, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, pour cette petite pause. Il reste une séquence que je voudrais vous montrer qui porte sur ce rallye, Monsieur Rhodes. Pour la transcription, c'est à 11 minutes 55 secondes jusqu'à 12 minutes 42 secondes. Pour les interprètes, c'est la même transcription, 0059 0042, page 4. Ligne 128 à 138. They've been told to take away, so it's not safe for us to stay here after dark. Oui, les équipes africains, en 2002, nous avons lancé un appel, cette place a refusé tout le monde. Aujourd'hui, en nous quittant les équipes africains, nous avons lancé un appel. Voilà encore tout ce monde-là qui est sorti massivement. Alors, il y a une grande question. Il y a une grande question. Qui quitte Abidjan? Voilà la question posée. Qui quitte Abidjan? Ceux qui sont la boutique et qui ont fait Abidjan. Ceux qui sont dans le respect et qui ont fait Abidjan. Ils n'ont pas parti. Mais quand ils vont venir, ils vont trouver les sous dans cette boutique-là. Ils vont trouver Monsieur le Président. Le Président, Maître Naouri. Devant lui, donc nous voudrions juste savoir de quoi il s'agit. Le témoin, c'est du papier vierge qui a été laissé sur la table, je suppose, pour que je puisse prendre des notes. Le Président, il faudrait avoir un peu plus confiance. Je vous en prie, poursuivez. Monsieur Dermidjan, petite correction. À la transcription, page 105, ligne 10, on dit qu'il trouverait des Soudanais dans ces magasins. Il faudrait corriger et dire qu'il trouverait des Ivoiriens dans ces magasins. Le Président, de quoi parlez-vous, Monsieur Dermidjan? Ça n'est pas le témoin, c'est ce qui est dit sur la vidéo par Monsieur Blégoudet. Dans la transcription, corrigée, parle d'Ivoiriens et non pas de Soudanais. Monsieur Rhodes, au cours de votre séjour à Abidjan, avez-vous entendu parler d'incidents qui concernaient des magasins qui auraient été la propriété de personnes du Nord, etc. Réponse: non, je n'ai pas entendu parler d'un grand nombre de magasins de propriété de gens du Nord. C'est un stéréotype que j'ai entendu répéter à plusieurs reprises, qu'ils étaient propriétaires de tous les magasins, qu'ils faisaient leurs courses les uns chez les autres, qu'ils s'occupaient les uns des autres, ce genre de choses. Ça ne m'aurait pas surpris si j'avais entendu dire qu'un magasin avait été attaqué. C'est le genre de choses que l'on disait. Le Président: mais vous n'avez pas entendu dire cela. Le témoin: non, je n'ai pas entendu. Le Président: on n'avait pas entendu parler d'attaque. Le témoin: non, pas d'attaque. Monsieur Dermidjan, vous avez parlé de
barrages routiers. Est-ce que vous avez interviewé des personnes qui étaient à ces barrages? Réponse oui. Vous pouvez nous expliquer les circonstances? Réponse, notre fixeur, Alexis, et le chauffeur, en général, empruntait une certaine route pour arriver jusqu'à nous. Il connaissait les jeunes gens qui géraient ces postes de contrôle. Ils se sont mis à parler avec eux et puis ils ont demandé si on pouvait venir peut-être passer une demi-heure avec eux pour poser des questions et ils ont arrangé ça. Réponse, très bien. Alors, on a vu des extraits de vidéos. Je vais en vous montrer un ou deux. 00015 0594, transcription 0021, 0013, page 0015, ligne 135 à 153. Et pendant le président, pendant qu'on attend, vous avez également filmé ces interviews au barrage routier? Réponse oui, oui, il y avait une possibilité de tourner, oui. This checkpoint. Have they found any guns at this checkpoint? Est-ce que vous avez vu des fusils dans ce checkpoint? Vous avez vu des machettes, des couteaux, on a saisi ici. Vu des hommes suspects. Des machettes, des couteaux, on a saisi ici. Il y a des hommes qui sont suspects. On les a pris ici, on a donné aux autorités. Ils sont partis. And what did you do to the guys? Et qu'est-ce que vous avez fait à ceux que vous avez trouvés avec les machettes? On les a matés, on les a donnés aux autorités. C'est tout ce qu'on a fait. What kind of people were they? C'est quel genre de personnes? Des Burkinabés, des Maliens, des Togolais, des Sénégalais, des saisis, des Béninois même dans tout ça là. On les a donnés aux autorités. Question. Au début de cette intervention, la personne que vous interviewez parle de personnes suspectes. Est-ce qu'il vous a donné des critères qui permettaient d'identifier les personnes suspectes? They did. Réponse oui. Mais je ne m'en souviens pas précisément et je ne voudrais pas deviner. Mais c'est enregistré. Question, très bien. À un moment donné, vous parlez de véhicules qu'ils arrêtaient. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Réponse. Ils nous ont dit qu'ils arrêtaient les véhicules qu'ils considéraient comme suspects, qu'il fallait les fouiller, que de temps en temps, ils voyaient ça à partir de la plaque d'immatriculation ou sur le visage des occupants qu'il y avait quelque chose de suspect. L'impression, non pas, c'est pas une impression. Mais ils ont dit clairement qu'ils cherchaient des gens qui avaient des traits du Nord. Ils nous ont donné également des exemples de noms qu'auraient portés ces gens, des noms à consonance musulmane. Question. Vous avez parlé de plaques d'immatriculation. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier au sujet des plaques d'immatriculation? Réponse. Si je me souviens bien, ils avaient une façon d'identifier d'où venait une voiture sur base du numéro d'immatriculation. S'il venait du nord du pays, c'était suspect. Question. Très bien. Je vais vous montrer la séquence suivante de la même vidéo qui commence à 18 minutes 53 secondes jusqu'à 20 minutes 30 secondes. Pour les interprètes, c'est la même transcription, page 117, ligne 246 à 268. Voilà.
Tu sais, nous sommes dans un pays de droit, un pays, la Côte d'Ivoire est un pays submergent de l'Afrique de l'Ouest. Donc la Côte d'Ivoire a quand même un service de renseignement. Et on nous a donné des renseignements comme quoi des véhicules sont arrivés par exemple à Boaké qui étaient... The lines do not match. Le président, les lignes ne concordent pas avec ce que dit l'interprète. Okay. Okay, now... Président, très bien, très bien. Ça devrait correspondre. On va recommencer. Monsieur Demirjian, merci, Monsieur le Président. Voilà. Tu sais, nous sommes dans un pays de droit, un pays, la Côte d'Ivoire est un pays submergent de l'Afrique de l'Ouest. Donc la Côte d'Ivoire a quand même un service de renseignement. Et on nous a donné des renseignements comme quoi des véhicules sont arrivés par exemple à Boaké qui étaient sur le point d'être peints aux couleurs de l'ONUCI. On a eu des numéros dont je peux vous en montrer certains extraits ici. Et on a eu à épingler ces véhicules à certains points ici. On a épinglé au moins 2 ici. Ça a été vérifié. Quoi? And they said the UN helped. Ils ont dit que les Nations Unies nous avaient aidés, et les Français. Sarkozy. Qu'ils utilisaient. And who gave you this document? Qui vous a donné ce document? C'est notre armée qui nous a envoyé. On a eu le temps de vérifier quand on a saisi au moins 2 numéros dedans. Il vient de... We also hear the individual. Question. La personne dit ici qu'il reçoit ces listes de l'armée et il vous montre un exemplaire de la liste. On ne va pas examiner toute la vidéo parce qu'elle dure à peu près une demi-heure. Mais pour ce qui est de ce checkpoint, comment est-ce que ça se passait en matière de sécurité? Quel était votre ressenti? Réponse. C'est une question difficile. Nous étions en train de faire cette interview de la façon la plus sûre possible. C'était en plein jour. La nuit, les choses étaient différentes. C'était très chargé. Ça, c'était très clair. Il y avait énormément de véhicules. Et il y avait une espèce de frontière entre les deux zones. Et simplement, pas simplement des gens qui traversaient cette zone-là, que tout le monde connaissait, simplement parce qu'ils habitaient là-bas. C'était vraiment très chargé. Et là, ça devenait vraiment un peu moins sûr. Question. Fort bien. Je souhaiterais vous montrer un dernier extrait de cette vidéo. Passons maintenant au minutage 32 minutes 13 secondes. Pour les interprètes, il s'agit de la même transcription à la page 0024, ligne 324 à 384 à 388. Et nous allons diffuser à partir de 32 minutes 35 secondes. C'est le barrage routier le plus détendu que j'ai vu dans cette ville. Et on nous a arrêtés poliment, on nous a demandé d'ouvrir le coffre et on nous a permis de poursuivre. Normalement, ce que je vois, c'est qu'on détient les gens pendant très longtemps, souvent jusqu'à ce qu'ils remettent de l'argent, après quoi ils peuvent partir. Okay, Mr. Rhodes, did you get... Monsieur Rhodes, est-ce que l'on vous a fourni une explication sur la raison pour laquelle ce point de contrôle était, ou ce barrage routier était beaucoup plus décontracté? Réponse, Alexis m'a expliqué qu'il s'agissait d'un quartier ou d'une partie de la ville où
leurs hommes n'avaient pas de raison de s'inquiéter, à moins que quelqu'un arrive pour les attaquer. C'était donc plus décontracté, parce que nous étions là-bas. Alexis l'a dit clairement, après cela, que il avait eu l'impression que les jeunes n'avaient pas été tout à fait sincères sur leur raison d'être là-bas. Ils avaient des armes qu'ils ont gardées en cachette pendant que nous étions là-bas. Et ils se sont comportés, ou ils se comportaient généralement de manière très respectueuse, ce qu'ils ne font pas lorsque ils franchissaient ce barrage routier 2-3 fois par jour. En général, ils ne se comportaient pas de la sorte. Question. Très bien. Monsieur Rhodes, j'en arrive à la fin de mon interrogatoire. Il me reste encore peut-être une minute. Juste un instant, s'il vous plaît. Can you identify where... Le juge président, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvait dans Abidjan ce barrage routier? Le témoin, j'avais peur que vous me posiez la question. Cela fait partie de mes notes. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de réponse puisque je ne dispose pas maintenant de ces informations. Cela fait partie de nos journaux quotidiens. Monsieur Demirjian. Bien. Monsieur Rhodes, je voudrais maintenant revenir sur un autre sujet. Étiez-vous au courant d'un incident qui était survenu à Abobo et impliquant des femmes? Réponse oui. Oui, cela avait été bien médiatisé. C'est un incident durant lequel la police, l'armée avait ouvert le feu sur les manifestantes à Abobo. Question. Lorsque vous dites que ça a été médiatisé, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment cela a été médiatisé et par qui? Réponse. Le président intervenant, par qui? Le témoin. C'est une question à laquelle il est relativement difficile de répondre. Pour vous donner un peu de contexte, moi je logeais au Novotel. C'était l'hôtel où se trouvaient tous les journalistes et la vaste majorité des journalistes n'avaient pas de domicile à Abidjan. Donc, la Associated Press avait un photographe qui était dans la région, qui se trouvait dans cette zone-là à ce moment-là. Il a pu prendre des photographies. J'ai également rencontré un pigiste sur place qui travaillait pour Reuters, qui avait pris des photographies de cet incident et qui l'a publié sur Internet, si je ne m'abuse. À part cela, je crois que il y avait des manifestations, des attaques militaires sur les manifestants à Bobo. Je crois que cela avait été mentionné précisément dans le document de sécurité que nous avions consulté avant de partir. Et c'est ainsi que nous avons su que si nous allions filmer à Bobo, et s'il fallait filmer des manifestants, il fallait faire attention. Question. Je vais vous montrer un dernier extrait vidéo. Il s'agit de la conférence de presse du 23 mars. La vidéo se trouve à 0015 0530. Et l'horodatage qui m'intéresse commence à 10 minutes 45 secondes et dure jusqu'à 11 minutes 26 secondes. Pour les interprètes, il s'agit du 0063 2928. Et la page qui m'intéresse est la page 2935, ligne 209 à 217.